Thank you, Majora. À toi. Merci, Major. Just one word to say. J'ai juste une chose à dire. Waouh! I'm not going to comment Je ne vais pas commenter. such a large landscape from C'était un paysage tellement vaste. Comme en français. En français. we saw this landscape from Nous avons vu to Wired ce magazine. paysage, That's the ce vaste paysage, et sur une période très longue. Mais il y a une in this absence, except ou une personne absente dans cette photo. C'est le maire de New York, un grand absent. On l'a vu qu'une photo, et les autorités, l'administration, les autorités locales. Parce que nous vivons avec ça. Lorsque nous prenons une initiative, nous travaillons tout d'abord avec les autorités, avec les autorités publiques, et généralement, c'est des projets qui sont initiés. Et ensuite, on va consulter la population, les riverains, et on changera un petit peu le projet en fonction de cela. Et c'est comme ça qu'on fonctionne chez nous. Et tout ce que vous nous avons montré, il n'y avait aucune trace de l'administration ou des autorités de la ville, du maire. C'est peut-être une erreur de ma part. L'initiation de tous ces projets était effectivement, cela venait des quartiers et des associations, tout à fait. Lorsque j'ai commencé mon travail il y a 15 ans, les quartiers comme la nôtre à New York City et ailleurs, on ne parlait pas d'égalité environnementale. C'était vraiment des zones, des quartiers sacrifiés. Et c'est seulement lorsque nous avons dit non, nous ne sommes pas d'accord. Nous devons créer une approche plus durable afin de pouvoir bénéficier d'autres choses dans nos quartiers. Et moi, je suis très fier du fait que c'est des quartiers comme mon quartier qui ont vraiment initié cette approche de durabilité. Il fallait commencer avec des quartiers comme la mienne parce que nous étions tellement loin du coche en matière de durabilité environnementale. Donc vous avez commencé en réagissant. Ça, nous le savions. Mais la difficulté là-dedans, c'est d'aller d'un point à un autre, de partir au départ, on est contre, et après, on doit promouvoir, on doit faire un plaidoyer pour quelque chose. Et c'est quelque chose dont nous n'avons pas l'habitude. Vous n'avez pas l'habitude ou vous ne pouvez pas le faire? Je peux vous donner, je ne peux pas penser à un exemple où une communauté ou un quartier, une population génère un projet, lutte, oui, qui lutte pour quelque chose. Des expériences de ce type. Mais honnêtement, moi, je ne vois pas, dans le contexte français, comment on peut passer à ce type d'action. Donc c'est ça la difficulté, c'est ce qui fait qu'on a l'impression d'être à des années-lumière de votre planète. Sorry. We were just desperate. Nous étions simplement désespérés, c'est tout. Hein. Nous n'avions plus d'espoir. Franchement, c'était par désespoir. Pour moi, c'était un petit peu différent, étant donné que j'avais bénéficié d'une bonne formation. J'étais allé
à l'université, je connaissais le monde extérieur où les gens n'étaient pas traités comme nous l'étions dans notre quartier. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment fait rendre compte, je me suis rendu compte, à un niveau personnel, que il pouvait y avoir autre chose. Et je savais toujours, depuis toujours, je savais qu'il y avait un problème dans notre quartier. Bon, c'était comme ça. Il y avait des systèmes qui avaient été érigés pour créer ces inégalités. Mais je suis certaine que s'il y avait des opportunités pour des gens dans les quartiers à Paris, parce qu'il y a... vous avez une sécurité sociale ici que nous n'avons pas du tout aux États-Unis. Ça, il faut. La pauvreté est quelque chose qui est criminalisé dans notre pays. Ce n'est pas le cas en France. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Il faut s'en rendre compte. Nous allons donner la parole au public après. Mais une question. Maire Bloomberg et ces services ont fait beaucoup pour transformer Brooklyn, Queens et le Bronx. Est-ce qu'il vous a simplement suivi ou soutenu, ou est-ce que vous pensez que les nouvelles réglementations et les nouveaux programmes pour promouvoir les logements, les infrastructures de transport en commun et le transport public et des espaces verts, cela n'a pas eu d'impact, toutes ces initiatives, à part de la mairie? Non, mais maire Bloomberg, Giuliani était terrible. Donc, on a eu des maires pires que Bloomberg, ça, je peux vous le dire. Mais je dois également... Ce ne serait pas juste si je ne reconnaissais pas quand même dans nos quartiers défavorisés, nous sommes obligés de nous battre beaucoup plus que dans les autres quartiers pour obtenir gain de cause. Nous devons faire très attention et nous ne devons jamais relâcher. Et je me suis rendu compte, lorsque j'ai quitté, laissé mon ONG pour commencer à développer ma propre société, je me suis rendu compte, moi j'étais vraiment comme un pitbull, bagarreuse, vous vous rendez peut-être compte de cela, lorsque j'étais militante. Parce que je savais très bien, si on relâche, si on baisse la garde, tout de suite, les autorités se disent « OK, bon, on verra ça plus tard ». C'est simplement, nous ne sommes pas les gens qui ont l'argent ou l'influence. Donc, c'était facile de ne plus nous écouter. Et quand nous avons obtenu les 50 millions de dollars pour le South Park, Hunts Point Riverside Park, c'était une manière de former les gens du quartier à faire ce genre de travail. Et malheureusement, les équipes qui ont travaillé sur le terrain, après que je sois parti, n'étaient pas en train de lutter et de défendre leur position. Et dans les nouveaux projets, la mairie n'a plus embauché les gens du quartier. Et moi, j'aurais jamais négligé cela parce que je sais très bien comment ça marche et qu'il faut toujours être très militant et toujours pousser pour cela. Mais je suis curieux de savoir pourquoi vous ne pensez pas qu'il y a un sentiment au niveau des quartiers, de communauté. Bon, c'est un petit peu exagéré peut-être. Nous aurons certainement des réactions de la salle. Et puis Baptiste, ici. Je demanderai à chacun de se présenter pour l'enregistrement d'une part et pour le compte-rendu. Ça marche, vous m'entendez? Oui. Sophie Baudy-Gentreau, OK. I think it would be better if I speak English. Ce serait mieux que si je parle en anglais également.
et pour essayer d'expliquer à Majora ce qui s'est passé lorsque vous essayez de faire des choses sans le soutien de l'État. J'avais une amie américaine, lorsqu'elle habitait à Paris, elle avait décidé d'impliquer des étudiants ou de faire participer des étudiants d'écoles pour travailler, des grandes écoles pour travailler dans des quartiers défavorisés. Elle allait chercher des subventions. Elle a reçu des subventions, aussi des financements, des commerces et des sociétés dans le quartier qui étaient prêts à l'aider. Et elle voulait démontrer qu'il était possible de le faire comme aux États-Unis. Mais après 1 an et demi, elle a eu des problèmes avec les autorités locales. Il faut payer des impôts pour ça. Ces jeunes doivent aussi avoir une couverture sociale. Elle a dû transformer, complètement changer sa stratégie. Elle a décidé d'être subventionnée par les autorités et l'administration publique parce qu'il y avait un genre d'intolérance de la part des autorités d'avoir cet investissement privé. Et je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, par contre, il y avait une approche ou une attitude différente lorsqu'on demandait aux organisations, aux associations qu'ils étaient en train de faire quelque chose dans le quartier. Rarement, ils avouaient qu'ils avaient des subventions publiques. Dans le South Bronx, il y avait les églises qui développaient un projet de logement et on en parlait seulement. Et le maire Couch l'avait quand même aidé les associations, mais on n'en parlait jamais. Donc il y a les deux extrêmes. Donc une des questions que je voulais vous poser, à savoir, comme vous l'avez dit, vous aviez des contacts avec Bloomberg et ses services, ses départements. Et le président du Bronx, enfin le maire du Bronx, est-ce qu'il vous a aidé dans tous les projets que j'ai vus dans les États-Unis? Les différentes fondations sont généralement très importantes. Aux États-Unis, il y a toute une structure fiscale pour soutenir ou encourager le secteur privé à investir. Et c'est vrai que cela a aidé et cela a soulagé un petit peu les pouvoirs publics. Effectivement, c'est différent. Vous n'avez pas ce genre de système en France, des fondations. Mais il est intéressant de se rendre compte que dans mon travail, tout cela, c'était vraiment une partie comme une danse. Hein. C'était très intéressant afin de pouvoir s'assurer qu'on était tout le temps en bons termes avec les pouvoirs publics, avec le secteur privé, les entrepreneurs privés et la population. Et alors, vous connaissez le Bronx. Alors, il y avait Freddie Ferrer qui était maire. Alors, il avait des objectifs qui ne concernaient pas tellement le Bronx. Et notre maire actuel, le maire après le premier, Adolphe Carrion, était un cauchemar. Et il a quitté avant d'avoir des problèmes avec la justice. Mais pas tout le monde dans le Bronx. Il est comme ça. Et le président du Bronx actuel est vraiment quelqu'un de très, très bien. Et c'est intéressant à voir parce que, encore une fois, l'idée, c'est d'essayer d'aider les personnes, que ce soit les pouvoirs publics ou que ce soit la population du quartier. C'est de les aider à se rendre compte comment le projet peut les servir leurs intérêts, afin que tout le monde se sente gagnant et qu'ils aient intérêt à participer dans le projet. Donc notre travail, c'est de les aider à se rendre compte de cela, parce que ce n'est pas toujours évident.
Et c'est peut-être plus aisé pour la mairie ou pour les pouvoirs publics. Il est facile pour eux d'oublier de pas que la population peut faire énormément de choses si tout simplement il aidait à créer un environnement plus positif. Mais il faut vraiment plaidoyer sans arrêt auprès des pouvoirs publics pour obtenir leur engagement dans ce sens. Tu semblais dire qu'il n'y avait pas d'initiative populaire et que tout était imposé par la puissance publique. Moi, je vais parler du cas parisien qui est celui que je connais le mieux, où j'ai vu énormément d'initiatives populaires, notamment par les jardins partagés, qui sont venus des habitants qui ont investi soit des friches, soit des dents creuses, et qui sont permanents aujourd'hui et adoptés par la ville de Paris. D'autres cas, éventuellement des squats d'artistes qui ont été pérennisés, ça peut s'en rapprocher. Et aussi un élément où, moi, systématiquement sur mes projets, je fais travailler les enfants des écoles d'une part avec une association qui imaginent à leur manière un projet en faisant des maquettes, en faisant des plans. Et d'autre part, on fait systématiquement travailler aussi sur les quartiers en rénovation urbaine, les adolescents de ces quartiers sur de l'art urbain, comme ce qui a été montré par Majora, sur des fresques, sur ce qui va être réhabilité ou ce qui va être démoli. Donc il y a quand même une initiative populaire au départ. Je ne pense pas qu'on soit au niveau zéro là-dessus. Le niveau zéro, sans doute pas, mais le niveau adolescent, oui, je pense. Parce Oui, on que n'en est pas l'adolescence, encore, c'est se poser en s'opposant. Donc, c'est vrai qu'une attitude plus fréquente en France. Et on a le sentiment que les Américains sont dans un stade plus mature. Mais peut-être, et Majora l'a très bien dit, il y a aussi l'abandon du quartier. C'est vrai qu'en France, il y a des pouvoirs publics et il y a une prise en charge qui fait que l'habitant a tendance à avoir un petit peu plus, à attendre davantage du pouvoir, alors que dans la situation du Bronx, le désespoir était grand. Et il serait intéressant que Majora nous dise en particulier comment la sécurité s'est améliorée, parce que ça, c'est un point majeur dans le Bronx. En France, on a tendance à penser que c'est l'action du maire Giuliani, qui a été très dure, qui a mis tout le monde en prison, mais qui a sécurisé. Mais ce n'est pas tout à fait son opinion. Et c'est important de comprendre, c'est d'ailleurs le sujet de Sophie, comment est-ce que le Bronx est devenu un lieu non dangereux. C'était la base pour pouvoir faire un projet.